Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais, au nom du CFC, vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Et cette année 2026, pour nous, pour l'association, c'est particulier puisque nous fêtons les 50 ans de l'association. Le CFC est né donc en 1976 et nous aurons l'occasion de revenir vers vous avec un certain nombre d'événements proposés par le CFC. Et donc le premier événement de ce cinquantenaire, c'est le webinaire que va vous présenter Aurore Malmer. Je vais juste un petit mot technique, puisque ceux qui ont assisté au précédent webinaire ont pu le constater. Nous n'avons pas encore complètement fixé les outils de webinaire que nous utilisons. Donc, c'est un troisième outil que nous testons, et c'est l'outil WebEx. Donc, on regarde également comment cela va fonctionner. Alors, pour l'outil, vous avez la possibilité de poser vos questions en cours d'exposé sur le chat par écrit. Et puis, à l'issue de la présentation d'Aurore, vous pourrez également poser à l'oral vos questions. Alors pour cela, il faut que je vous ouvre les micros et il faut que vous utilisiez l'icône lever la main au moment des questions. Je vais maintenant présenter Aurore Malmer. C'est une jeune docteure. Elle a soutenu sa thèse à l'automne dernier. C'est une thèse dirigée par Emeline Pouillet, pardon, et Christine Andrew, qui s'est passée au CRC, au Centre de recherche et de conservation. Le CRC est rattaché au Muséum d'histoire naturelle. Je le précise parce que ça fait sens avec, ça fait écho avec le cinquantenaire du CFC, parce que c'est avec Yves Legrand et François Parra que le CFC a été créé. Et donc le CRC continue à travailler sur les domaines de la couleur. La preuve avec la thèse d'Aurore dont elle va nous présenter. Mais il y a beaucoup d'autres recherches toujours actives sur ces sujets de la couleur qui sont effectuées au CRC. Voilà pour une courte présentation et le sujet, le titre, vous l'avez, l'influence des théories de la couleur de son époque dans la pratique artistique de Paul Signac. Et Aurore, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bah, mes meilleurs vœux aussi pour cette année 2026 et je vous remercie de m'avoir invité à ce déjeuner de la couleur. Les recherches que je vais vous présenter aujourd'hui sont en effet une partie du sujet de ma thèse que j'ai centrée là sur plutôt le côté des les archives et l'influence des théories de la couleur, sur Paul Signac. Nous sommes intéressés à ce peintre qui joue un rôle central dans le néo-impressionnisme que vous connaissez certainement surtout sous le surnom pointillisme. Donc ce mouvement, faut que je passe. Voilà, ce mouvement prend son essor à partir de la dernière exposition des impressionnistes en 1886. Il naît dans un siècle qui subit une révolution industrielle majeure. On a de nouveaux pigments organiques et inorganiques qui inondent le marché, ce qui va permettre de proposer aux peintres de nouvelles couleurs. Et également, les connaissances sur la nature physique de la couleur et sur sa perception s'enrichissent grâce au développement de la spectrophotométrie et l'apparition de plusieurs théories de la couleur, donc avec les travaux de Newton, de Young, Helmholtz ou encore Maxwell. Donc, ces théories, elles sont publiées dans différents ouvrages, dont certains sont rédigés spécialement à destination des peintres. Et ces recherches passionnent deux jeunes peintres, Georges Seurat et Paul Signac. Donc, avec Camille Pissarro, ils exposent dans une salle commune lors de cette exposition en 1886 plusieurs peintures qui attirent l'attention des visiteurs par leur luminosité et leur coloration. Elles suscitent également de vifs commentaires au sujet de la facture de ces tableaux. En effet, les spectateurs qui s'approchent au plus près de la toile constatent qu'elles sont constituées d'une multitude de petites touches de peinture juxtaposées les unes à côté des autres. Donc, les peaux des personnages sont par exemple criblées de touches de rose
et de bleu, ce qui offusque à l'époque les spectateurs. J'attire surtout votre attention sur le fait que vous avez donc des touches voisines de couleurs différentes qui vont souvent par paire de couleurs. Donc par exemple des zones ici de touches bleues à côté de touches oranges. Des directions variables vont être données à certaines touches, créant ainsi des mouvements sur la toile. Donc Paul Signac, il est présent dès les prémices de ce mouvement et il devient son chef de file à la mort de Georges Seurat en 1891. Il dédie l'ensemble de sa carrière à le développer et à le défendre. En 1898, il publie dans la Revue Blanche un manifeste qu'il intitule D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, grâce auquel il souhaite légitimer leur mouvement artistique et théoriser pour le plus grand public leur processus de création. Donc, il cherche, à la fin de ce 19e siècle, à s'assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la coloration et de l'harmonie dans sa peinture. Donc, il déteste l'appellation pointilliste, c'est que l'emploi de ces petites touches de peinture n'est pas l'unique particularité de ce nouveau mouvement artistique. Le choix de ces couleurs et leur placement sur la toile suivent plusieurs règles que Paul Signac va définir dans la technique qu'il appelle la technique de la division. Donc pour lui, il s'agit par exemple d'adapter la taille des touches de peinture à celle de la toile, de bannir tous les mélanges de peinture, d'employer des pigments purs, toutes les teintes du prisme et tous les tons, d'employer le mélange optique et les lois du contraste et de la dégradation. Donc retenez bien mélange optique, loi du contraste et de la dégradation, parce que je vais revenir dessus dans la suite de la présentation. Donc ces règles proviennent de plusieurs concepts scientifiques que ces peintres transposent dans leur pratique artistique, ce qui leur vaut d'être accusés de subordonner l'art à la science, et leur surnom de scientifiques de la couleur, donné plus tard par l'historien de l'art John Gage. Donc ces concepts scientifiques, ils les découvrent grâce à leur lecture. Signac écrit ainsi dans son manifeste que les lois de la couleur peuvent en quelques heures s'apprendre. Elles sont contenues dans 2 pages de Chevreul et de Roud, mais ils vont également les découvrir grâce à leurs rencontres. Signac a l'opportunité de rencontrer Chevreul de son vivant, puis ensuite d'échanger avec le nouveau directeur de la Manufacture des Gobelins, Émile David, qui va probablement lui montrer quelques petites expériences sur la dispersion de la lumière. Et également, Signac fréquente le scientifique Charles-Henri. Et cette amitié que Signac a avec Charles-Henri va se concrétiser par cette lithographie de Signac qui s'intitule L'application du cercle chromatique de Monsieur Charles-Henri. Donc cette lithographie, elle est imprimée en 1889 au verso d'un programme du Théâtre Libre pour faire la publicité de la parution du livre de son ami qui contient ce fameux cercle chromatique. Donc cette lithographie, elle est extrêmement intéressante pour nous puisqu'elle montre qu'il y a un véritable lien entre donc une théorie scientifique de la couleur et une création artistique de Signac qui cherche donc à appliquer concrètement ce cercle chromatique dans sa litho. Donc, au cours de mes travaux de recherche dans cette thèse, notre problématique, c'était d'étudier comment plusieurs théories de la couleur ont influencé sa pratique artistique et dans quelle mesure les choix de matériaux et de couleurs de ce peintre montrent-ils les principes de la division qu'il a théorisés dans son manifeste. Donc, tout d'abord, on a utilisé les archives qu'on avait à notre disposition pour identifier les théories qui l'ont le plus influencé. Et ensuite, on a étudié les ouvrages historiques de l'époque qui lui ont enseigné ces concepts scientifiques afin de comprendre comment il les a interprétés. Et enfin, on a utilisé une technique d'imagerie hyperspectrale en réflectance diffuse dans le visible qui nous permet d'identifier les matériaux et les propriétés colorimétriques de plusieurs œuvres de Signac afin d'étudier comment il a concrètement appliqué dans ses œuvres les règles qu'il dictait dans son manifeste. Donc, au cours de cette présentation, je vais revenir sur ces différentes étapes avec la peinture Autant d'harmonie de Paul Signac, qu'il réalise en 1894-1895, qui est une des plus grandes toiles qu'il a peintes de toute sa carrière, puisqu'elle fait 3 mètres sur 4 mètres, et que vous pouvez aujourd'hui contempler à la mairie de Montreuil. Tout d'abord, je vais faire un petit arrêt sur la technique de l'imagerie hyperspectrale en réflectance diffuse, qui m'a permis d'obtenir ces résultats.
car vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec cette technique. Donc, cet imageur permet d'obtenir un cube de données qui est constitué d'un ensemble de pixels qui contiennent chacun un spectre de réflectance sur la gamme visible et proche infrarouge, donc entre 400 et 1000 nanomètres. Ce spectre, il est caractéristique du matériau qui a été illuminé par des lampes halogènes. Donc c'est comme une empreinte digitale. Il permet d'identifier dans certains cas des pigments ou des colorants à l'aide de bases de données qu'on trouve dans la littérature ou que l'on recrée nous-mêmes en laboratoire. Donc par exemple, je vous représente ici un spectre du pigment bleu de cobalt et on le reconnaît facilement grâce aux 3 bandes d'absorption qui sont caractéristiques de ce pigment. Donc, cette technique, elle a été tout d'abord utilisée pour caractériser les pigments qui étaient présents dans la palette de Paul Signac. Et ensuite, dans un second temps, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'était de pouvoir convertir ce spectre en coordonnées colorimétriques. Donc, nous avons choisi le système Scilab, qui est le système aujourd'hui le plus employé à l'échelle internationale dans le patrimoine pour classer les couleurs. Donc 3 coordonnées vont ainsi quantifier la couleur. La coordonnée L étoile qui représente la clarté, la proportion de blanc et de noir. Ensuite, on va avoir la coordonnée A étoile, la proportion de rouge et de vert, et B étoile, la proportion de bleu et de jaune. Dans les écrits de Chevreul et Signac, on trouve plutôt le terme de ton, qui est synonyme de clarté. Le terme de teinte qui correspond donc à l'angle dans le référentiel. Donc, par exemple, à 0 degré, on a la couleur rouge et à 90 degrés, la couleur jaune. Et on va considérer donc que la couleur depuis le centre gris jusqu'à la circonférence du référentiel se sature progressivement. Donc, grâce à cette technique, on a pu extraire toutes les couleurs du tableau, chaque couleur de chaque pixel, pour les remettre ensuite dans ce système de référence Scilab. Et comme ça fait énormément de couleurs, un nuage de points, à l'aide d'un algorithme de partitionnement non supervisé, on a pu réduire ce nuage de points en grandes catégories de couleurs représentatives de ce qu'il y avait sur l'œuvre. Donc on a choisi 25 grandes classes de couleurs et ensuite ces groupes de couleurs peuvent être cartographiés et localisés précisément sur une image du tableau. Donc grâce à cette cartographie, on est en mesure d'identifier et de compter quelle couleur Signac positionne à côté de quelle autre couleur. Par exemple, je vous montre cette petite cartographie qui représente uniquement les touches bleu sombre qui sont voisines de touches violettes. Donc la première étape, comme je vous le disais, a consisté à identifier les théories et les concepts scientifiques qui reviennent dans ces écrits et qui l'ont probablement le plus influencé. Donc Paul Signac évoque plusieurs principes scientifiques dans sa définition de la division, sans toutefois clairement les définir. Il part du principe que tout le monde comprend ce qu'est un mélange d'optique ou les lois du contraste et de la dégradation. Donc, pour nous aider à interpréter ces notions, nous avons cherché à identifier les écrits scientifiques qui sont à l'origine de ces principes et qui lui ont appris ces notions. Donc, en plus du manifeste de Signac, qui est la source officielle qu'on a de lui, on a pu consulter d'autres archives plus informelles, donc des lettres qu'il adresse à son ami peintre Theo van Rysselberghe, son journal intime qui a été édité sur la période allant jusqu'en 1909, et surtout un ensemble d'archives, de notes manuscrites de Signac qui portent sur ses recherches sur la couleur et qui sont aujourd'hui conservées aux archives Signac. Donc, l'exploitation en particulier de ces notes manuscrites montre que Signac recopie des passages entiers de plusieurs livres scientifiques. Donc, je vous présente ici une page de ces notes qui a été identifiée comme provenant du livre de Charles Blanc, La grammaire des arts du dessin. On peut reconnaître les 4 petits schémas qui sont présents dans ce livre en noir et blanc. Et Signac les a mis en couleur en suivant le texte explicatif qui illustre ces schémas. On a également cette autre page de prise de notes qui cette fois-ci a été identifiée comme provenant du livre d'Ogden Rood,
et de sa théorie scientifique des couleurs. Donc Signac nomme cette page du contraste, et ce sont effectivement plusieurs schémas qui sont présents dans le chapitre qui parle du contraste chez Rood. Ce sont des schémas que Signac met de nouveau en couleur, probablement pour visualiser lui-même les effets que vont avoir le contraste en positionnant deux couleurs côte à côte. Donc, au total, ce sont 4 ouvrages scientifiques différents qui ont été identifiés. Donc, les notes prises sur l'ouvrage d'Ogden Rood sont les plus importantes en nombre. Viennent ensuite celles prises avec le livre de Charles Blanc. Et on a ensuite quelques notes d'un livre de Chevreul et de Charles Henry. Donc, au niveau de la chronologie, le livre de Chevreul est le premier à être publié en 1839. Donc, il publie sur le contraste simultané de la couleur. Et à ce moment-là, la distinction entre le mélange de matière colorée, donc le mélange soustractif, et celui de lumière colorée, le mélange additif, est encore confus. Vient ensuite le livre de Charles Blanc en 1867, qui va venir simplifier finalement les concepts de contraste de Chevreul et rédiger son livre vraiment à destination des peintres. Et c'est lui qui va introduire la notion de mélange optique. Enfin, on va avoir le livre d'Ogden Rood en 1879 qui est traduit de l'anglais. Lui va reprendre les expériences de Maxwell et de Helmholtz et il fait clairement la différence entre les couleurs lumière et les couleurs matière. Et enfin, le livre de Charles Henry est encore un peu plus tardif, en 1885. Il est dans la continuité de Rood, lui aussi fait cette distinction. Et il va ajouter des idées un peu plus abstraites, puisque pour lui, certaines couleurs vont être dynamiques, d'autres inhibitoires. Et il va reprendre les théories d'Humbert de Superville qui considère que le mouvement des lignes peuvent transmettre des sentiments de tristesse ou de gaieté. Par ailleurs, donc, tous ces ouvrages scientifiques sont illustrés par des planches colorées imprimées. Et donc, il est probable que ces planches aient servi pour Paul Signac de référence dans son choix des couleurs, puisqu'il possédait deux d'entre elles, le cercle chromatique de Chevreul et celui de Charles Henry, aujourd'hui donc encore conservé aux archives Signac. De ces référentiels, dans son manifeste, Signac explique que les couleurs des néo-impressionnistes sont situées au milieu du rayon, qui sur un cercle chromatique va du centre blanc à la circonférence noire, ce qui lui permet d'assurer un maximum de luminosité, de saturation et de puissance. Donc c'est une description qui correspond au cercle de Henry, qui est finalement le seul à représenter sur une même figure des évolutions de teintes, mais également de clarté sur tout le rayon, puisqu'il il va progressivement mélanger sa couleur avec du blanc en direction du centre de son cercle et avec du noir en direction de sa circonférence. Contrairement à Chevreul, qui propose, lui, 10 cercles chromatiques différents de 72 teintes chacune. Donc ici, on a seulement le cercle des couleurs franches, et donc à chaque nouveau cercle, il ajoute progressivement du noir. Donc, l'étude colorimétrique qu'on a réalisée sur Autant d'harmonie devait nous permettre d'identifier lequel de ces deux référentiels historiques que possédait Signac l'a le plus influencé dans son choix des couleurs, et donc quelles couleurs d'Autant d'harmonie étaient les plus proches de ces référentiels. Donc, dans ces figures, on a représenté les 25 couleurs de la peinture dans le même référentiel syllabe que celles des différents référentiels historiques. Donc, on retrouve les 72 teintes du cercle de Chevreul et ici le nuage de points du cercle de Charles Henry. Et on constate que finalement les couleurs employées par Signac sur Autant d'harmonie sont moins saturées que les teintes du cercle des couleurs franches de Chevreul. Et elles vont avoir une clarté beaucoup plus importante parce que Signac autorise le mélange avec du blanc, et ce qui lui permet d'avoir des couleurs un peu plus claires que celles franches de Chevreul. Et en revanche, donc, plusieurs de ces couleurs employées sur Autant d'harmonie correspondent à des couleurs présentes sur le cercle de Henry et vont avoir une gamme de clarté plus proche de ce cercle, puisqu'il représente une plus grande diversité de clarté.
Donc, la lecture de ces différents textes scientifiques a permis d'identifier quel ouvrage lui a enseigné le mélange optique, les lois du contraste et de la dégradation, et d'interpréter chacun de ces principes scientifiques, puis ensuite de les étudier sur autant d'harmonie. Donc, ce sont désormais ces deuxième et troisième étapes que je vais vous présenter dans cette partie. Tout d'abord, le mélange optique est présent dans le livre d'Ogden Rood, qui donne une description détaillée de son fonctionnement. Donc, il se produit lorsque les surfaces colorées sont suffisamment petites et proches pour être perçues par l'œil comme une seule couleur. Le résultat va se rapprocher de celui du mélange additif de lumière. Néanmoins, comme on est en présence de pigments qui absorbent et diffusent certaines longueurs d'onde, le résultat de ce mélange est plus sombre. Donc, par exemple, le mélange des complémentaires additifs bleus et jaunes va donner un gris plutôt qu'un blanc si on avait été en mélange additif. Ogden Rood, lui, étudie ce mélange optique à l'aide de toupies, puisque la vitesse ne va pas permettre à l'œil de distinguer les deux bandes successives. Donc, par exemple, ici, ce sont des bandes de rouge et de vert. L'œil est trompé et perçoit le mélange des deux, c'est-à-dire un jaune sombre. Ainsi, on peut imaginer que Signac emploie le mélange optique pour créer une nouvelle couleur sans avoir à mélanger physiquement deux touches de peinture, puisqu'il interdit ces mélanges dans sa définition de sa technique. Donc, l'identification des paires de couleurs voisines dans son œuvre Autant d'harmonie nous a permis de montrer que les touches bleues et jaunes qui sont voisines sur l'œuvre soulignent le contour d'un grand nombre de personnages, vont également souligner des objets comme la ceinture ou encore des délimitations d'espace comme la bordure de la mer. Et donc, ce placement n'est pas anodin puisque le mélange optique de ces deux complémentaires additives permet d'obtenir du gris, comme je viens de vous le montrer. Alors, Signac considère que le gris qui est obtenu par mélange optique est bien plus lumineux qu'un gris sale qu'il aurait obtenu par mélange pigmentaire, et donc un mélange qu'il bannit dans sa définition. Donc, grâce au mélange optique, il obtient ces fins traits de contour qui sont d'un gris beaucoup plus lumineux que celui pigmentaire qu'il aurait pu obtenir. Une autre notion qui revient dans la définition de la division de Signac, c'est celui de contraste. Le contraste de couleur a été, quant à lui, théorisé par Chevreul. Et à la différence du mélange optique qui survient pour de petites surfaces, les contrastes ont lieu lorsque les surfaces sont suffisamment grandes pour être distinguées. Donc, grâce à un ensemble d'observations, Chevreul conclut que ces phénomènes consistent en ce que la couleur complémentaire de chaque couleur juxtaposée s'ajoute à l'autre couleur. Donc, je vous invite à regarder ces deux petits cercles bleus. On constate que le cercle de droite semble beaucoup plus sombre et saturé que celui de gauche. Pourtant, si je retire l'influence des couleurs qui les environnent, les deux cercles sont de la même couleur. Donc cette illusion d'optique est due au phénomène de contraste évoqué par Chevreul. La surface rouge a pour complémentaire du bleu qui vient s'ajouter optiquement au cercle bleu, ce qui le fait paraître beaucoup plus prononcé et saturé que celui de gauche, qui à l'inverse se retrouve mélangé optiquement à de l'orange qui l'éclaircit. Donc Chevreul, il va distinguer différentes sortes de contrastes, et notamment celui lorsque deux couleurs vont avoir la même teinte, par exemple bleu, mais une clarté différente, bleu clair, bleu sombre. Et donc ce contraste va accentuer leur différence. Ce que Paul Signac va appeler le contraste de ton. Et il va le distinguer d'un contraste lorsque deux surfaces vont avoir la même clarté, mais une teinte différente, par exemple du bleu et du orange, ce qu'il appelle le contraste de teinte. Donc on retrouve ces histoires de contraste dans une des lettres qu'il adresse à son ami peintre Theo van Rysselberghe. Et dans cette lettre, il lui fait un schéma, il lui explique que c'est le dessin du drapeau de gauche qu'il faut faire plutôt que celui de droite, en expliquant que ce qui va être agréable, c'est le ton sur ton qui va faire le contraste. Donc, en effet, sur ce schéma, on retrouve un contraste de ton et de teinte au niveau du bord du drapeau, entre le bleu clair
et le jaune saturé. On va également observer un contraste de ton d'un bleu foncé et d'un bleu clair sur le bord du dessin et un contraste de teinte bleu et jaune, mais cette fois-ci sur des zones qui ne sont pas directement voisines. Et ce schéma qu'il préfère se distingue parce que il ne mélange pas, comme il le fait sur celui de droite, son bleu et son jaune, parce que s'il avait utilisé des touches trop petites, par mélange optique, il sait que ça va donner du gris. Donc, souvent, Signac utilise le contraste dans ses écrits et tout de suite après, il emploie le terme de dégradation. Et cette notion de dégradation, elle apparaît également dans le livre d'Ogden Rood, qui lui aussi met souvent en pendant contraste et dégradation. Donc afin de vous l'illustrer, observons, comme il le propose dans son livre, les pétales de rose. Donc il s'agit d'une gradation de couleurs qui est si proche qu'elle se fait de façon imperceptible à l'œil. Donc sur ce pétale, on passe d'un blanc rosé à un rose beaucoup plus saturé. Et sur cet autre pétale, on va passer d'un jaune progressivement à un orange. Donc Rood considère que les peintres trouveront l'harmonie en privilégiant les dégradations de couleurs. Il peut s'agir ainsi de dégradés de tons, comme pour le premier pétale, ou de dégradés de teintes, comme avec le second pétale. Donc à partir de ces exemples, on comprend que Signac emploie ces lois pour modifier ses couleurs matérielles de façon perceptive et ainsi apporter une plus grande luminosité et coloration à ses œuvres. Donc, au total, ce sont certainement 5 sortes différentes de contrastes et de dégradés que Signac va employer dans ses œuvres. Je vous ai ici illustré avec des paires qui ont été identifiées sur autant d'harmonies. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a également hiérarchisé chacune de ces paires de couleurs en fonction de leur présence sur l'œuvre. Donc, vous avez le résultat ici des 18 premières paires de couleurs présentes sur autant d'harmonies. Et cette hiérarchisation a permis de montrer que, contrairement à ce qu'on lit souvent dans les magazines d'histoire de l'art, ces peintres ne positionnent pas systématiquement côte à côte des touches voisines de couleurs complémentaires. En réalité, la hiérarchie montre qu'il n'y a aucune paire de couleurs complémentaires dans les 18 premières positions qui sont représentées ici. Et Paul Signac préfère souvent positionner des couleurs claires à côté d'une même couleur plus sombre, comme le bleu clair, bleu sombre de la première position qui va lui permettre de peindre sa mer, ou encore des jaunes clairs, jaunes sombres pour sa pelouse. Il va également employer des teintes très proches pour faire des dégradés de teintes dans sa pelouse. Donc ça peut être du jaune à côté d'un orange, comme la paire 5-20, et également des couleurs proches sur le cercle chromatique, comme la paire bleue et verte qui se situe en 6e position. Donc cette histoire de couleurs complémentaires m'amène à terminer sur cet emploi-là qui est comment il emploie finalement les couleurs complémentaires. Et je reviens sur les fonctions des référentiels historiques qu'il avait en sa possession, puisque l'une des fonctions principales de ces référentiels, et certainement la plus importante pour les artistes, c'est de pouvoir repérer facilement les couleurs qui sont complémentaires, puisque nous l'avons vu, les couleurs complémentaires vont jouer un rôle particulier dans les différents principes scientifiques qu'il souhaite mettre en place dans sa peinture. Donc, sur ces référentiels, les couleurs complémentaires sont représentées toujours l'une en face de l'autre. Donc, pour simplifier leur comparaison, j'ai représenté dans ces schémas uniquement les complémentaires primaires et secondaires de ces référentiels. Donc, on constate que la différence majeure va concerner la complémentaire du jaune, qui est un violet chez Chevreul, un bleu outre-mer chez Rood et un bleu violâtre chez Charles-Henri. Donc cette différence, elle n'est pas liée à une erreur de leur réalisation et de leur impression, mais elle est vraiment attribuable aux fonctions de ces référentiels, puisque Chevreul propose ce cercle afin d'aider les utilisateurs à visualiser les phénomènes de contraste. Les couleurs complémentaires vont correspondre à une couleur et à son image rémanente, c'est-à-dire la couleur qui persiste sur notre rétine lorsqu'on regarde longuement une couleur. Rood, quant à lui, va représenter les couleurs lumière et ses complémentaires sont les complémentaires
additive dont le mélange va donner du blanc. Et les complémentaires de Henry sont encore un petit peu différentes de celles de Rude, puisqu'il souhaite représenter sur son cercle à la fois les couleurs lumière comme Rude, mais également le mélange de couleurs matière. Donc, les archives que j'ai pu consulter ne fournissent malheureusement pas une liste explicite des couleurs que Signac pouvait considérer comme complémentaires. En tout cas, l'étude menée sur Autant d'harmonie montre qu'à l'échelle locale, c'est-à-dire pour les touches qui sont voisines, on va avoir une prédominance des complémentaires additifs bleu, jaune de Rude et de Henry, ce qui a du sens puisque nous l'avons vu, par le mélange optique, on va obtenir un gris lumineux, ce qui va lui permettre de faire ces délimitations. Les complémentaires, quant à elles, caractéristiques de Chevreul, jaune et violette, sont beaucoup moins présentes, comme je vous le montre sur cette petite cartographie. En revanche, si désormais on regarde les grandes zones de couleurs qui structurent la composition de son œuvre, on constate que cette fois-ci, les complémentaires jaune-violet de Chevreul et jaune-bleu de Rude et Henry sont présentes sur la toile dans des proportions similaires. Elles vont avoir un recouvrement similaire sur la toile. Et ainsi, comme vous pouvez le voir sur cette cartographie, le violet de la robe de la femme ou du pantalon de l'homme vont venir contraster avec le jaune de la pelouse. Et le contraste de couleurs complémentaires, c'est un cas particulier des lois de Chevreul qu'il évoque dans son ouvrage. Et c'est surtout ce que Charles Blanc va mettre en avant dans son ouvrage quand il va simplifier les lois de Chevreul. Donc en effet, lorsque deux couleurs sont exactement complémentaires, elles vont se saturer encore plus et paraître encore plus vives. Donc voilà pour cette petite aperçu de l'influence des théories de la couleur sur Signac. Donc ces recherches m'ont permis d'identifier les principales théories de la couleur qui ont été étudiées par Signac, de mettre en place une méthodologie d'analyse avec l'imagerie perspectrale pour caractériser à la fois les matériaux qu'il emploie et les propriétés colorimétriques de ses œuvres. Et donc, ça a permis d'apporter une meilleure compréhension de l'application concrète par Signac des principales règles de sa technique de la division. Donc, on s'est intéressé plus particulièrement aux lois du contraste, de la dégradation, son emploi du mélange optique et des couleurs complémentaires. Donc, si Paul Signac s'est beaucoup inspiré de ses prédécesseurs et de toutes ces théories, il faut souligner ensuite que son manifeste est devenu également un ouvrage de référence pour toutes les artistes du début du XXe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà, je suis prête à répondre à vos questions ou aux discussions. Merci beaucoup, Aurore. Merci. Je crois que voilà, il faut faire. Si vous avez beaucoup aimé cette présentation comme moi, il faut mettre l'icône et puis l'envoyer. Alors, je ne sais pas. J'espère que ça se. Oui, voilà. N'hésitez pas à le faire. Je précise quand même que voilà, c'est un travail de thèse pendant 3 ans, que Aurore est une physico-chimiste et donc vous voyez qu'elle a fait ce travail-là, elle nous a présenté une partie de son travail et elle a fait, je trouve, un travail remarquable en termes de vulgarisation pour que tout le monde puisse comprendre le sujet. Je trouve aussi remarquable cet exposé parce il est dans le reflet de ce que nous voulons mener au CFC, hein. Ça réunit à la fois les aspects scientifiques et artistiques. Alors, ça va être la séance des questions. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, soit par écrit, mais pour l'instant, personne ne l'a fait, ou soit à l'oral. Donc il faut lever la main. Je ne sais pas si vous. Je sais pas. Alors excusez-moi, il faut que je regarde. Je vois que Mathieu a levé la main et donc il faut que je lui donne la parole et je vais le faire de suite. Voilà. Est-ce que c'est bon, Mathieu? Oui. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Oui. Super. Bon, bravo Aurore pour ce travail absolument remarquable. C'est très intéressant et c'est surtout très probant.
Je me posais la question sur les couleurs jaunes et sur les pigments qui étaient utilisés, voire disponibles, en fait, surtout sur les couleurs disponibles. Puisqu'en fait, l'opposition jaune-bleu ou jaune-violet, elle est quasi systématique dans toute la peinture classique. Je me demande si les écoles se transmettent, enfin, on n'apprenait pas à l'école à justement utiliser le contraste simultané pour renforcer la sensation de jaune. Et du temps de Signac, est-ce que les pigments de synthèse avec un jaune bien saturé étaient déjà disponibles? Est-ce que, voilà, c'est un peu ça, autour de ça ma question. Oui, alors en fait, ce qu'il y avait de disponible, il y a jaune de chrome, jaune de cadmium. Donc les jaunes de chrome aussi, enfin, commençaient à être synthétisés. Et avec différentes formules aussi, suivant la proportion de soufre ou de chrome présent à l'intérieur, ça a donné toute une teinte du jaune le plus clair au jaune orangé. Et effectivement, en fait, pour Signac, on sait que dans ses écrits, il fait apparaître le jaune de cadmium. Il dit que sur Autant d'harmonie, il y a du jaune de cadmium et notamment, il a des problèmes de dégradation de ses couleurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on a essayé, enfin, qu'on voulait caractériser au cours de ma thèse. Malheureusement, les techniques qu'on avait à notre disposition pour ce tableau, qui est très grand et accroché en hauteur, ne nous ont pas permis d'identifier réellement le pigment qui est utilisé. Donc, on n'a que ses écrits qui, lui, il dit qu'il a utilisé le jaune de cadmium, mais il dit qu'il y a des problèmes de dégradation. Donc, est-ce qu'après il l'a remplacé? On ne sait pas. Actuellement, quand on regarde cette œuvre, on trouve quand même que ces jaunes sont très clairs et sa pelouse est très très claire, ce qui nous donne un peu l'impression que ça a pu se dégrader au cours du temps. Et voilà, je Ah sais pas oui. si. Et je vois que le jaune de cadmium, je vais aller voir, euh, peut être jaune ou orange. Enfin, Mm. on est dans des jaunes assez orangés, hein. Oui. Et D'accord, merci alors beaucoup. lui, il dit qu'il obtient aussi du blanc, enfin que ça lui donne une sensation de blanc parce qu'il juxtapose ses touches de jaune sur des touches de vert, ce qui est effectivement ce qu'on voit. Il y a pas mal de juxtaposition, enfin de superposition pardon aussi à ce moment-là sur sa toile, ce qui a pu éclaircir ces touches de jaune. Très bien, ouais, merci beaucoup. Et sinon, oui, peut-être pour compléter on constate, enfin, donc au cours de ma thèse, j'ai fait cette œuvre Autant d'harmonie qui est en 1894 et j'ai fait une œuvre plus tardive en 1928 qui est Pont des Arts. Et c'est vrai qu'en 1894, sa palette reste très inorganique et des pigments qui sont utilisés depuis de très nombreuses années par les peintres. On n'a pas trop l'impression il n'y a pas de nouveaux pigments. Euh, Par contre, sur Pont des Arts, on s'est posé la question sur le fait qu'il y avait probablement plus de colorants et des nouveaux pigments mis sur le marché qui ont pu arriver enfin, dans la palette de Signac et été utilisés ensuite. Merci pour cette question et puis ces réponses. Il y a plusieurs messages de félicitations hein, dans le chat et il y a aussi un commentaire, une commentaire question d'Aurélien et je lui laisse la parole. Vous m'entendez? Oui, Oui, Oui. Bonjour, c'était juste une remarque. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation et je voulais ajouter aussi que ça apporte de nouveaux éléments par rapport aux recherches de Georges Roch que vous avez probablement utilisées. Mais comme il fait tout le spectre des peintres qui sont intéressés à la couleur au 19e siècle, c'est tellement compliqué. Donc, vous avez apporté une autre couche d'informations. Moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'il mélange du blanc. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai écrit, c'est il a ajouté du blanc à ses couleurs. Donc, c'est une entorse à sa propre règle de devoir ne pas mélanger les couleurs entre elles. Alors après, c'est est-ce qu'on considère le blanc comme une couleur ou pas? Et donc, quel blanc il a pu utiliser? Moi, je suppose que c'est du blanc de plomb. Voilà. Donc, j'ai ajouté plus d'éléments que ce que j'ai écrit, mais voilà. en fait, oui, alors vraiment dans sa définition la plus générale, il dit pas de mélange entre pigments. Après, un peu plus tard dans son manifeste, il revient sur cette règle et il précise que les mélanges avec le blanc sont autorisés. Donc c'est ce qu'on constate. D'accord. Il a utilisé pas mal de mélanges avec le blanc et il précise aussi qu'il a le droit de mélanger les couleurs qui sont voisines sur le cercle chromatique. Donc il autorise quelques mélanges.
Et sur Autant d'harmonie, on a pu voir qu'il y avait effectivement des mélanges de présents sur des couleurs voisines. Donc, il fait des mélanges de bleu avec du vert et également du vert avec du jaune. Donc, ils Ok. sont voilà, voisins. Pour ses couleurs orange, on a aussi l'impression que ce sont des mélanges de jaune et de rouge. Et là, dans ce cas-là, ça contreviendrait un petit peu à sa règle, puisque le rouge et le jaune ne sont pas directement voisins. Mais après, c'est difficile, là, avec, comme je disais, avec les techniques qu'on avait pour ce tableau, de savoir si ce sont des mélanges qui ont été faits par lui sur sa palette, ou si ce sont des mélanges déjà présents dans des tubes de peinture qu'il aurait pu acheter et que lui, donc, considère comme pur, puisque ça sort directement du tube. Ok. Et donc du coup, pour ce que je comprends, pour le turquoise, il a eu un problème, mais c'est normal, parce que les pigments turquoise, il y en avait difficilement à l'époque. Enfin, bon, après, je connais pas l'histoire des. Donc c'est d'où cette obligation de devoir mélanger le bleu et le vert, où il y a une sorte de trou dans les pigments qui sont disponibles. Oui, c'est ça, c'est avoir des couleurs un peu, c'est sûrement pour ces dégradés un peu de teinte où il veut des bleus un peu plus, des bleus verts à côté de bleus ou de, voilà, Ok, merci effectivement. beaucoup pour ces explications. N'hésitez pas à lever la main hein, virtuellement si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si Sonia peut ouvrir son micro. Je lui ai laissé la possibilité. Je pense pas, Oui, peut-être. Si, c'est bon. Super. c'est bon, vous m'entendez? Ah bah super. Bah justement, j'étais en train d'essayer de lever la main, je n'y arrivais pas, donc merci Lionel. Parce que voilà, j'avais plusieurs questions. Quoi. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Adrien. En tout cas, un grand merci Aurore pour la qualité de ta présentation et toute la riche présentation que tu nous as fait dans les temps, respectant le timing et extrêmement intéressante et riche. Vraiment un grand merci pour cela. Ma première question, c'était, mais je crois que tu y as partiellement répondu. Est-ce que tu as pu étudier d'autres œuvres de Paul Signac sur une chronologie un petit peu plus large qui t'aurait peut-être permis, ou en tout cas permis d'analyser le fait que, au fur et à mesure de sa pratique picturale et de ses théories qu'il met en pratique, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais si il a lui-même fait des ajustements, des évolutions sur les contrastes qu'il utilise? Est-ce que du coup, il en privilégie d'autres à la fin de sa carrière de peintre, ou est-ce que il s'est recentré, ou est-ce qu'il a plutôt exploré d'autres possibilités? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu son évolution par rapport voilà, à sa pratique picturale sur sa chronologie? Oui, donc j'aurais aimé faire plus de tableaux, justement sur sa carrière pour montrer ça. Malheureusement, donc dans mes 3 ans de thèse, j'ai pu en analyser que 2. Donc je disais Autant d'harmonie et un autre Pont des Arts en 1928, qui a été vraiment pris effectivement parce que c'est les derniers tableaux en peinture qu'il fait. Après, il s'est plutôt consacré à l'aquarelle à ce moment-là. Et j'ai aussi analysé la lithographie que je vous ai montrée sur l'application du cercle. Et au niveau de son évolution, donc moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une évolution dans son emploi du mélange optique. Enfin, par exemple, ce que je vous montrais là, les fins contours qu'on trouve sur Autant d'harmonie, sur Pont des Arts, on ne voit plus du tout ça. Enfin, les historiens de l'art ont montré que ces touches vont s'élargir, vont s'agrandir, donc ce qui ne favorise plus le mélange optique. Par contre, ça favorise à l'inverse plutôt les contrastes. Donc je pense à la fin de sa carrière, il est plus en train de multiplier effectivement et jouer sur le contraste que sur le mélange optique. Et au niveau de ses choix de contraste entre ces 2 tableaux, donc j'ai comparé effectivement enfin j'ai pu identifier enfin, si c'était des contrastes de teintes, de tons, des dégradés de teintes, de tontes, la proportion de chaque sur chacun de ces tableaux, et on voit des nettes différences. En fait, sur Autant d'harmonie, il y a beaucoup plus de contrastes de teintes, notamment ce que j'ai pu vous montrer
avec celui jaune-violet qui est très important, jaune-bleu. Et sur Pont des Arts, je ne sais pas si vous voyez ce tableau, mais il est beaucoup plus monochrome. Donc, on a beaucoup moins de contrastes de teintes. Par contre, on va avoir plutôt des contrastes de tons et des dégradés de tons, de teintes. Et ça, j'ai pu en rediscuter donc, avec l'historienne de l'art qui est spécialiste un peu de ce mouvement néo-impressionniste. Et elle m'expliquait que ça a l'air d'être pas lié à une chronologie, à une évolution dans sa pratique, mais plutôt au sujet qu'il souhaite représenter. Et en fait, tout au long de sa carrière, soit il souhaite représenter des tableaux qui sont un peu comme des bouquets de fleurs, où vraiment il y avoir des grandes couleurs de, du spectre de la lumière, et après des tableaux beaucoup plus monochromes où il va y avoir une prédominance de teintes. Et sur Pont des Arts, c'est un peu une prédominance des teintes vertes, bleues. Oui, Donc ce serait une plutôt grille de les yeux. Oui, effectivement, une prédominance de vert et de bleu, oui. Merci Aurore. J'ai encore une petite question, puis je laisserai la parole aux autres. Ma question, c'est sur la palette des pigments qu'il choisit. Est-ce que il va choisir je sais pas, par exemple dans la gamme des bleus, les bleus les plus lumineux. Est-ce que c'est plutôt voilà, est-ce que tu as pu identifier les différents pigments utilisés? Est-ce que sa palette est restreinte ou plutôt riche? Et est-ce qu'il privilégie des pigments les plus lumineux possibles? Alors, j'ai pas spécialement étudié si c'était les plus lumineux présents sur le marché. En revanche, donc sur Autant d'Harmonie, il va y avoir que du bleu de cobalt de présent dans ce qu'on a pu identifier. Et sur Pont des Arts, qui est un peu plus tardif, là, il va avoir utilisé 3 pigments différents de bleu, un bleu de cobalt, un bleu céruléen et un bleu outre-mer. Donc sur ce tableau-là, il a décidé d'employer des pigments différents pour avoir des teintes de bleu différents, alors que sur Autant d'Harmonie, il utilise que le bleu de cobalt qui mélange avec plein de proportions de blanc différentes. Mais oui, je pourrais pas dire si sur tout ce qui était disponible à l'époque, ce sont les plus lumineux. En tout cas, il achetait tous ses pigments chez Blox, qui est en Oui, Belgique, en qui Belgique. avait vraiment une campagne de publicité pour dire qu'il avait les couleurs les plus belles, les plus... D'accord, ouais, très intéressant. Merci Aurore. Alors, il y a une question de Philippe Prévet. Alors, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Et donc, c'est une question de colorimétrie sur l'espace CIE Lab. Philippe, est-ce que tu peux... Sinon, je vais la poser. Alors, j'espère traduire correctement. Ah, ça y est, je crois. Non? Alors bon, je lis la question. Pour faire un dégradé teinte et saturation dans le CIE Lab, on trouve la couleur désirée avec un algorithme de partitionnement K-means dans un espace en 3 dimensions au lieu de 2 sur un plan. Alors, j'ai peut-être pas bien saisi la question, mais peut-être peux-tu expliquer en 2 mots comment tu fais justement ce partitionnement des couleurs? Oui, c'est pour revenir au début, j'ai un nuage de points. J'ai utilisé l'algorithme Fuzzy-Semins, mais ça revient c'est proche d'un algorithme K-means. Et c'est sur les 3 dimensions. Là, sur mes figures, j'ai représenté que A et B, mais j'ai bien A, B et L. Et en fait, ces algorithmes, dans leur calcul, ça revient un peu à faire une différence de couleur, et donc à attribuer chaque point de couleur au centre qui lui est le plus proche, avec lequel il a la plus faible différence de couleur, et comme ça à réduire en fait mon nuage de points en grande classe de couleurs. Je sais pas si c'est la question. Enfin, merci pour la réponse en tout cas. S'il y a d'autres questions peut-être
Je vois que Aurélien, tu peux prendre la parole si tu dis. Je crois que c'est l'ordre d'un commentaire. Et Philippe indique que c'était bien la question. Ok, très bien. Non, mais c'était pour répondre en fait à Sonia. Voilà, j'ai peut-être utilisé les mauvais mots pour décrire la couleur, mais en sortant du tube, le bleu de cobalt et le bleu outre-mer ils sont assez foncés donc du coup, pour avoir une pureté chromatique, comment dire, enfin, il faut le mélanger avec une petite touche de blanc, hein, donc qui est contrebalancée par le pouvoir colorant, c'est-à-dire le fait que la pâte, quand on la mélange avec du blanc, bah, elle se transforme et elle devient beaucoup plus, enfin, elle augmente en pureté chromatique comparé à ce qui sort du tube. Moi, c'est mon problème quand je peins tous les jours. Donc, s'ils ils employaient le bleu de cobalt et l'outremer pur, c'est-à-dire selon leurs termes en sortant du tube, bah, ils se retrouvent sur les bras avec des couleurs, enfin des bleus assez foncés. Le bleu céruléen, je sais pas. Faudra regarder comment on peut l'utiliser et quel type de bleu c'est. Voilà. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour apporter une précision à Sonia. Merci, bah, c'était très intéressant, effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voulais juste rajouter une toute petite question, plutôt une remarque. C'est vraiment intéressant de voir que à cette époque-là, il y a vraiment la distinction entre couleur lumière et couleur matière. Et en même temps, il y a encore des résidus de confusion un peu entre les deux. Et par exemple, c'est juste un exemple, mais il emploie, je crois, le terme de couleur du prisme pour parler des pigments les plus saturés. Donc, voilà, je voulais juste te faire réagir sur ce point. Je sais pas si j'ai oui, bien tout. Non, non, c'était simplement pour dire, est-ce que d'après ton étude, est-ce que tu penses qu'il reste encore un petit peu des confusions entre cette distinction entre synthèse additive et synthèse soustractive, entre couleur lumière et couleur matière, ou est-ce que la distinction est très claire depuis Signac? Oui, ben, c'est difficile à dire, mais effectivement, dans ses écrits, lui ne reprend pas les termes couleur matière, couleur lumière réellement. On comprend il veut enfin, il est conscient qu'il utilise de la matière, mais il veut qu'elle se comporte comme de la lumière pour que ses tableaux soient lumineux. Euh, et effectivement, bah, ça revient un peu à la question de quel complémentaire il utilise parce que suivant ce qu'il va prendre, si c'était des complémentaires additifs, ça va donner un résultat ou si ce sont d'autres complémentaires, enfin, par exemple, si c'est les complémentaires additifs vraiment bleu-jaune qui positionnent, il a du gris, mais s'il prend les jaunes violets de Chevreul, il n'obtiendra pas exactement la même teinte non plus. Et donc, on a l'impression qu'il y a un peu de tout. Il va piocher un peu dans chacune de ces théories. Chez Chevreul qui fait pas vraiment bien cette distinction et chez Roth qui l'a fait très bien. Donc lui, j'ai du mal à savoir vraiment s'il l'a fait. Merci beaucoup, merci. On va clôturer ce webinaire, c'était vraiment passionnant. Alors attends, juste une dernière question de Sonia, que j'espère que je lui ai donné la main pour la poser. Euh, Normalement, tu as la main, Sonia. Merci Lionel. Ouais, j'ai la main. Alors, attends, je reprends ma question. L'idée, c'était de se projeter, c'est-à-dire, est-ce qu'à la suite de ce superbe travail, est-ce qu'il y a des nouvelles problématiques qui surgissent? Et si tu avais 3 ans de plus hein, et que tu repartirais sur ou un postdoc ou sur un poste au centre de recherche, quel axe tu privilégierais si tu continuais ce travail-là? Alors, mon côté chimiste dirait que, enfin, ce qui nous intéressait au début, c'était la dégradation aussi de ces couleurs. Et on n'a pas du tout eu le temps enfin, on a pu en constater, mais on n'a pas eu le temps d'aller plus loin là-dedans. Donc, parce qu'on sait que, par exemple, ces jaunes ont l'air d'être dégradés sur autant d'harmonie. C'est rouge aussi, qui redonne des touches très brunâtres, très sombres, alors qu'a priori, ça devait être des rouges bien vifs.
Donc ça aurait pu, enfin, ce qui aurait été intéressant, c'est d'étudier plus profondément cette dégradation et par exemple, comme ce qui a pu être fait pour les peintures de Van Gogh, de proposer des recolorisations de ces peintures pour montrer que bah, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui n'était pas ce qu'il y avait à l'époque. Et après, donc ça, c'est en dehors de moi, mes compétences réelles, mais au niveau de la couleur plutôt. Je sais qu'il y a tout ce côté mélange optique encore, enfin, encore aujourd'hui, il y a ceux qui disent que les néo-impressionnistes ont fait du mélange optique et ceux qui disent qu'il n'y en a pas ou qu'on tend vers ça. Moi, enfin, effectivement, je pense il y en a à certains endroits, il n'y en a pas à d'autres endroits. Ça va vraiment dépendre de la distance d'observation à laquelle on regarde ces toiles, de la fréquence des touches de peinture qu'ils utilisent. Et donc là, ce serait faire des études de psychophysique enfin, ce serait intéressant de voir à quelle distance il y en a, enfin, étudier tout ça, quoi, ces notions de distance, parce que je trouve sur Autant d'harmonie, Perception, sur ouais. Mm. les écrits qu'on a, il dit il voit son tableau à l'exposition à plus de 150 mètres, ce qui est énorme, 150 mètres. Et alors, est-ce que c'est une erreur ou dans ses écrits? Mais en tout cas, il a vraiment écrit ça. Et il dit que au moment où il se rapproche de son tableau, il a dépassé le point à lequel se fait le phénomène. Mais ce phénomène, ce serait, je pense, cette vibration des touches. Mais du coup, c'est entre 150 mètres et 0 mètre. Donc, ça nous laisse une très large distance. Oui. Oui, ouais, c'est vrai, c'est hyper intéressant. On pourrait aussi se poser la question de la lumière, en fait, c'est-à-dire de l'illuminant qui est la source d'éclairage Oui. de ces tableaux. Je pense que ce serait aussi extrêmement intéressant. Et ça me fait penser aux petites pelotes de Van Gogh. Je ne sais pas si du coup Signac avait aussi des petits outils comme ça très pratiques pour se donner réalité aux associations couleurs qu'il faisait, ou c'était uniquement sur des essais de touches, de superposition, de juxtaposition, pardon, de touches, etc. Est-ce que on a un petit peu une idée de la manière dont il travaillait? Est-ce que, oui, j'imagine que les petites pelotes de laine de Van Gogh qui Oui, mélangeaient, ça parle, voilà. Du coup, ça oui, oui. me, Mm. Bah, et j'ai lu à un endroit qu'effectivement, il disait qu'il jouait avec de la soie, enfin des tissus colorés de Ah, soie. Après, ok. faudrait, je pense, il y a les Mm, archives Signac sont mm, très complètes. Enfin, ils ont énormément de matériel à leur disposition. Et j'ai pas tout exploré, tout vu. J'ai pu voir, il y avait des petits schémas qu'ils faisaient aussi, vraiment de petits schémas où ils mettaient à chaque fois deux couleurs qui dégradaient progressivement avec du blanc. mm, Donc c'était peut-être des tests aussi pour voir quelles étaient les couleurs jolies à mettre côte à côte. mm, Euh, et donc voilà, ça peut être des. Je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et effectivement, pour revenir sur la lumière, ça ce serait aussi quelque chose de mm, super intéressant parce que ça revient souvent dans ses écrits qu'il explique que il change ses tableaux de place dans les expositions en fonction de la lumière, en fonction des tableaux qui sont exposés à côté du sien aussi. Ah oui. Et souvent, enfin pour Autant d'harmonie, il l'a peint à un endroit normalement dans le sud à Saint-Tropez. Et quand il est revenu avec son Mm, tableau sur Paris, en fait, la distance à laquelle il l'avait peint et observé, et je pense aussi le changement de couleur, a fait qu'il a tout ah repeint ouais, quasiment parce qu'il était plus du tout content de ce qu'il voyait. ah ouais. Donc il Ah, a c'est refait hyper ça intéressant. très vite, juste avant l'exposition. Ouais. Mm. Hyper intéressant. Désolé, Mille merci, j'ai mille merci. j'ai le rôle difficile de clôturer ce webinaire. C'était vraiment super. Je vais de ce pas applaudir de nouveau. J'espère que ça marche. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Merci vraiment à tous. Merci bien sûr Aurore pour ce très très beau exposé. Je suis désolé, je sais que Mathieu avait levé la main pour une autre question, mais le temps est imparti. Je pense que vous pouvez contacter Aurore si vous avez des questions C'est complémentaires à lui ça. poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Et n'hésitez puis, pas. je voulais signaler, donc si vous voulez soutenir le CFC, hein, n'hésitez pas à adhérer à l'association et à nous suivre sur LinkedIn, par exemple. Et puis, je vous indique simplement le prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 11 février et qui à la même heure.
toujours sur le format de déjeuner de la couleur et qui est sur un sujet encore différent. Là, cette fois-ci, c'est sur des aspects de perception et sur une illusion optique qui s'appelle l'effet de watercolor, qu'on appelle ça aquarelle, c'est ça? Effet aquarelle. Donc, rendez-vous mercredi 11 février. Merci encore, Aurore, merci beaucoup et puis merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne Merci, bonne journée. journée. Merci. Alors, je clôture l'enregistrement. Toc.